Hello tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Papote Creek. C'est le podcast qui permet de rencontrer et de papoter avec les personnalités atypiques et engagées que nous rencontrons. Alors, let's go! Ok, donc tu sais peut-être juste nous dire un peu qui tu es. Enfin, voilà, m'expliquer un peu qui t'es, ton nom, qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu es là aussi aujourd'hui. Okay, donc mon nom est Marie-Laurence Hébert-Delbecq, je suis docteur en droit international, donc j'ai fait une thèse en droit international à l'ULB, plus spécifiquement en droit international pénal, donc tout ce qui a rapport aux crimes internationaux, donc le génocide, le crime contre l'humanité, la guerre, et les victimes dans cette branche du droit-là, disons. Et depuis la fin de ma thèse, donc depuis 2021, je travaille dans un cabinet d'avocats à Bruxelles qui s'appelle Jus Cogens, où je travaille plus spécifiquement pour l'avocat Christophe Marchand, où je travaille comme juriste, je fais de la recherche et j'écris pour les dossiers, mais spécifiquement pour le pan droit international. Et donc c'est dans ce cadre-là que je me suis retrouvée dans le dossier Assange, où Maître Marchand était le chef de tout le contentieux européen. Donc en fait, à la base, on pensait qu'on devrait aller devant la Cour européenne des droits de l'homme pour réussir à le faire libérer. Donc c'est la préparation de tout ce procès-là. Ok, quand tu dis le contentieux, moi je sais pas ce que ça veut dire. Donc un contentieux, c'est si on veut une lutte devant un tribunal. Ok. Et donc c'est toi qui as rédigé les écrits. Le contentieux, c'est tout ce qui entoure ce qui va se passer devant un tribunal, disons. Ok. Donc on n'est jamais allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, mais bon, il faut toujours préparer quand c'est des procès, surtout quand c'est des procès politiques comme ça, avec des aspects politiques comme ça. Il y a beaucoup de préparation, rencontrer des députés, rencontrer des parlementaires européens. Par exemple, on a préparé toute la rédaction d'un rapport, pas préparer la rédaction, préparer en amont, disons, la rédaction d'un rapport par le Conseil de l'Europe, par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la situation de M. Assange qui a été adopté il y a quelques semaines. Ok, donc c'est hyper récent en fait. Okay. Tu sais nous dire, expliquer, parce que c'est vrai que toi, pour toi c'est clair, tous ces termes juridiques et tout ça. Moi, imagine que je comprends rien à tout ça. Du coup, il y a quelques semaines, c'est quoi exactement qui s'est passé? Il y a quelques semaines, donc c'était le 1er octobre. Donc il y a un rapport qui a été écrit par une membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Donc l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, c'est des députés, des représentants, des sénateurs de chaque gouvernement national qui forment un gouvernement ensemble des représentants du Conseil de l'Europe. Et donc au sein de ce forum-là, il est possible de demander à une commission ou un député d'écrire un rapport sur une situation en particulier. Donc on a demandé, ou en tout cas travaillé pendant près de 2 ans, à ce que soit pris en charge ou rédigé un rapport sur la détention à l'époque de M. Assange et son effet dissuasif sur les droits humains. Donc je crois que l'idée juste de la rédaction du rapport a été adoptée au printemps et le rapport a été rédigé pendant l'été et donc présenté à la commission et à l'ensemble des parlementaires début octobre et ça a été adopté. Donc dans ce rapport, on reconnaît, le Conseil de l'Europe reconnaît Julian Assange comme un prisonnier politique. Ah oui, ok. Et du coup, comme ça a été adopté, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? Donc les rapports d'organisations internationales ou régionales comme ça, c'est pas du droit comme une loi. Donc il y a personne qui a vraiment besoin de respecter, mais ça crée quand même un précédent. Donc s'il y a d'autres personnes qui se retrouvent un peu dans la même situation que Julian Assange, il y a quand même quelque chose quelque part qui dit, voilà, une telle situation, on met quelqu'un en situation d'emprisonnement politique, où on le persécute pour ses idées politiques, et donc il faut agir. Parce que ça, persécuter quelqu'un pour ses idées politiques, ou détenir quelqu'un pour ses idées politiques, ça c'est interdit par le droit international. Mais ça n'avait jamais été fait auparavant? Mais pas pour reconnaître Julian Assange en tant que tel. Ok. Donc c'est la première fois, on n'a pas fait des recherches super approfondies, mais on pense qu'à part pour certains Irlandais dans les années 60-70, c'est la première fois qu'un Européen de l'Ouest, si on peut dire, est reconnu comme prisonnier politique. Ok, intéressant. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de personnes justement qui auraient pu être dans ce cas de figure, quoi. Il y en a beaucoup, quand on regarde un peu les travaux du Conseil de l'Europe, par exemple, on voit beaucoup
d'Azéris, donc personnes d'Azerbaïdjan, de Turcs, de Géorgiens, de Moldaves, qui sont prisonniers politiques, mais très peu de personnes qui sont à l'ouest de l'Europe, si on peut dire ça ainsi. Par exemple, dans la liste des journalistes en danger du Conseil de l'Europe, ou des journalistes détenus, pas des journalistes en danger, mais des journalistes détenus, il y avait que M. Assange qui était détenu en Europe de l'Ouest. Et lui, il a été détenu pendant combien de temps exactement? Donc il a été détenu pendant 5 ans et 2 mois à la prison haute sécurité de Belmarsh, à Londres, et il a passé un peu plus de 7 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Il faut savoir que ces 7 années-là de détention dans l'ambassade d'Équateur ont été reconnues déjà comme une détention arbitraire par un groupe de travail des Nations Unies qui s'occupe de reconnaître ce type de détention. Et si je peux te poser la question, pourquoi est-ce que tu as commencé à travailler là-dedans? Genre pourquoi? Enfin, ça peut être le pourquoi en 2 mots ou en un mot, tu vois. Pourquoi et pourquoi, tu vois. Ça m'intéresse de... Sur l'affaire Assange en tant que telle, je dirais que c'est un total hasard. Donc j'ai commencé à travailler au cabinet et on m'a mis sur ce dossier. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qui me touchait particulièrement. Je crois que je suis quelqu'un qui tient particulièrement à la liberté d'expression et à tenir les gouvernements, particulièrement les gouvernements du Nord global, si on veut, responsables pour leurs actes. Je pense qu'en travaillant sur le droit international pénal, sur la justice internationale pénale pendant très longtemps, je trouve que les États puissants, si on veut, sont très rarement mis face à leurs obligations, mis face à leurs responsabilités. Et je trouve que le travail de Julian Assange a peut-être permis ça un peu, même si les crimes qui ont été commis par les Américains, par les grandes multinationales, par d'autres États encore, n'ont peut-être pas été jugés devant des tribunaux, mais au moins l'information est disponible pour tout un chacun. Donc, ton idée finalement, si tu devais nous dire un peu pourquoi tu milites, si j'ai bien compris, c'est pour que ce genre d'idée ne soit pas mise dans l'ombre en fait, qu'elle puisse justement sortir. Je sais pas si tu... Oui, je pense que c'est important. Donc je pense que le droit et le droit international ont un rôle dans toutes les luttes. Peut-être un rôle limité, mais en tout cas comme plein d'autres types d'actions. Moi, il se trouve que mon outil, c'est le droit. Et je pense qu'il est important de qualifier les choses, parce que le droit, ça reste un langage des puissants. Donc si on réussit à qualifier les choses en termes juridiques, on parle le même langage que les gens qui sont souvent au pouvoir. Ok, donc t'es pour la vulgarisation, quoi. Oui. En somme. Je suis pour la vulgarisation pour le grand public et je suis pour la non-vulgarisation pour les personnes qui sont... Ouais, parce que t'as l'impression que du coup, le fait que ça soit complexe, etc., ça peut créer peut-être une distance ou quelque chose comme ça avec les gens ou rien à voir? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut pas trop prendre les gens pour des débiles. Oui. Voilà. Donc je pense que les gens comprennent beaucoup plus ce qu'on pense. Et que bien sûr, il faut adapter le vocabulaire par rapport à l'expertise de chacun et au parcours de chacun, mais que finalement, les gens comprennent assez bien. Même les problèmes juridiques complexes, les gens, en général, c'est un truc assez instinctif, de juste, pas juste. Quoi. Même si le droit, c'est pas du tout la justice. Le droit, c'est pas la justice, non. Tu sais m'en dire un peu plus, je suis hyper curieuse. Mais le droit, c'est pas juste. C'est pas parce qu'on gagne devant un tribunal ou que quelqu'un gagne devant un tribunal que la justice va être faite. Okay. Il y a plein d'autres aspects à la justice. Et il y a beaucoup de décisions décisions de tribunaux qui sont injustes. Okay. Souvent, si on pense à certains procès pénaux contre des criminels qui vont être acquittés, ou même des trucs où on va essayer de poursuivre quelqu'un d'un peu... une grande compagnie ou quelque chose comme ça, peut-être que le droit va pas nous donner raison, même si la décision est injuste. Ok, et donc si tu devais dire, peut-être en quelques phrases, ce qui est juste pour toi, c'est quoi quelque chose de juste? C'est quoi la justice? Tu vois, genre... Parce que c'est une valeur qui... Toi, par exemple, moi je sais que c'est une valeur très importante pour moi, mais peut-être que ma manière de voir la justice, c'est peut-être pas de ta manière, donc ça m'intéresse de savoir un peu ce que t'en penses, quoi. Je pense que c'est la justice, c'est un état, une situation où tout le monde a le même genre de chance. Et ça veut dire que certaines personnes vont avoir besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour y arriver. La justice, c'est une situation aussi où les plus faibles sont protégés, particulièrement protégés. Et les personnes... la justice, c'est
quelque chose où tout est transparent et tout le monde a une voix, je crois. Ça fait réfléchir un peu, hein. Oui. Ouais. Parce que je présume que c'est des choses aussi qui évoluent en fonction de ton expérience. Oui. Oui. Ça, c'est clair. Ouais. Oui. Oui, non, ça, c'est clair que... Mhm. Oui, ça, je pense que tout le monde, avec l'âge... Ouais. Comme on le dit un peu, enfin comme tu l'expliques, ça a été un processus quand même assez long, si je comprends bien. Est-ce qu'il y a des moments où, bah, je sais pas, tu t'es senti peut-être découragée ou que ça a été plus difficile pour toi, ou alors ça a été, voilà, pente montante et... Dans l'affaire Assange. Ouais, dans l'affaire Assange, ouais. Non, ça n'a pas du tout été une pente montante. Bon, moi, j'ai eu la chance peut-être d'être là dans les 3 dernières années du dossier où, bon, ça bougeait un peu plus. Il y a eu des audiences au Royaume-Uni, il y a eu... Mais non, je pensais pas qu'on allait le libérer, voilà, qu'il allait être libéré de sitôt. Il y a beaucoup de bâtons dans les roues, toujours, beaucoup de procédures un peu qui s'allongeaient, qui se répétaient au Royaume-Uni. Donc c'était un peu... voilà. Non, c'était pas une route tranquille. Ouais. Et est-ce que au-delà, enfin voilà, même si ça a été difficile, mais est-ce qu'il y a peut-être des moments où tu t'es pas sentie spécialement en sécurité, parce que c'est quand même des sujets qui peuvent créer polémique, tu vois? Et donc je me demande si que ce soit toi ou les autres de ton équipe, par exemple. Non. Ça, par contre, je me suis jamais sentie pas en sécurité. Parce que j'ai eu des débats avec des gens désagréables, oui. Mais non, je me suis jamais pas sentie en sécurité. Après, je suis pas le visage de la défense d'Assange et je suis pas... Oui, mais ton rôle est quand même crucial. Tu as joué un rôle quand même. Oui, bien sûr, mais mon nom n'apparaît pas trop nulle part et voilà, donc je pense que c'est ça aussi. Et alors, peut-être ma dernière un peu interrogation, c'est si tu avais un message à faire passer, ça serait quoi? Ça peut être plusieurs messages, hein. Lâche-toi, hein. Je pense qu'on est dans un monde où il faut protéger un maximum le journalisme et la liberté d'expression. Que, comme on le dit souvent en droit international, bah, les journalistes, c'est vraiment les chiens de garde de la démocratie. Okay. Et c'est vraiment important que le journalisme, en tout cas le journalisme d'enquête, soit protégé un maximum par nos sociétés, que ce soit au niveau local, au niveau national, au niveau international. Ouais, et qu'il ne faut pas avoir peur, de la vérité. Et ça, je pense que c'est peut-être quelque chose que cette affaire Assange va m'avoir apprise. C'est que même si la vérité est inconfortable et qu'on n'a pas toujours envie de la voir, c'est important qu'elle soit disponible, montrée, pour qu'on puisse au moins avoir les outils pour pouvoir se battre pour la démocratie. Ok, et je me demande, du coup, tu as parlé de vérité, ça m'interpelle. Parce que parfois on dit souvent que la vérité des uns n'est pas la vérité des autres, tu vois. Et donc comment on démêle tout ça? Parce que peut-être que ça va ouvrir finalement la porte à des messages, des personnes qui vont elles aussi exprimer leur vérité en fait. Et du coup, qu'est-ce qui est acceptable et pas acceptable pour toi, tu vois? Je pense qu'un travail comme celui de Wikileaks, donc qui est la plateforme médiatique qui a été créée par Julian Assange, est peut-être une des façons d'avoir une vérité, je vais dire une vérité objective, même si je crois que ça n'existe pas. Mais donc, le travail fait par Wikileaks, ça a été quoi en fait? C'est de prendre des millions et des millions de documents et de les mettre en ligne pour que les gens se fassent leur idée propre et qu'ils voient exactement ce qui s'est passé. Bien sûr que les interprétations sont toujours subjectives et que l'interprétation de l'un va être l'interprétation de l'autre, mais il reste que les faits sont là et je pense que c'est important que les gens aillent s'informer à la source. Donc c'est plus une question de fait que de vérité alors? Ouais, peut-être. Je sais que c'est une question interpellante, tu vois, mais... Oui, et puis il y a plusieurs types de vérités. Il y a une vérité historique, une vérité juridique. Ça dépend des uns et des autres, ouais. Ok. Mais écoute, un tout grand merci. C'était trop cool. J'étais vraiment très intéressée par tout ce que tu disais. C'était vraiment cool. Et j'aimerais bien qu'on puisse discuter encore, mais peut-être qu'on discutera tantôt, du coup. Donc, trop cool. Merci beaucoup. Un grand merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce moment papote, il vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un ou plusieurs commentaires et à nous suivre sur les réseaux. On se retrouve à très bientôt pour un nouveau Papote Creek.